Nous sommes à environ 6 km du Jabal al-Nawz, en Arabie saoudite, l'ancienne terre de Madian. Le Jabal al-Nawz pourrait être le véritable mont Sinaï. Un indice indirect en ce sens est ce cimetière, actuellement fouillé par des archéologues japonais, qui pourrait être le lieu de sépulture d'environ 3 héros israélites après leur adoration du veau d'or. Ils y ont été tués. On nous a interdit de regarder, mais pendant des décennies, une montagne d'Arabie saoudite est restée scellée derrière des gardes armés, des barbelés et le silence, considérée comme une zone militaire et soustraite à la curiosité scientifique. Le véritable emplacement du mont Sinaï n'est pas en Égypte, mais en Arabie saoudite. Que protégeait-il donc? En 2025, le silence fut enfin rompu lorsqu'un drone fut autorisé à survoler la zone, équipé d'une technologie capable de voir à travers la roche. Ce qu'il révéla sous la surface stupéfia les chercheurs. Des chambres parfaitement rectangulaires, des grilles géométriques, des pièces souterraines agencées avec une précision qu'aucun processus naturel ne saurait engendrer. S'agirait-il d'une coïncidence? Plus troublant encore, le lieu. Il correspond aux descriptions antiques de la montagne où Moïse se tint devant Dieu, où furent donnés les 10 commandements, berceau même de la civilisation occidentale. Pendant des siècles, on a cru que le mont Sinaï était l'endroit où Dieu donna les 10 commandements à Moïse. Si ces données sont authentiques, il ne s'agit pas simplement d'archéologie. C'est une preuve potentielle que l'Exode a bel et bien eu lieu. Et c'est l'histoire qu'ils n'ont jamais voulu que vous entendiez. La mauvaise montagne. Permettez-moi de vous parler de la plus grande erreur d'orientation de l'histoire religieuse. Depuis plus de 1500 ans, des millions de pèlerins se rendent sur une montagne d'Égypte appelée Djebel Moussa. Au pied de ce lieu se dresse le célèbre monastère Sainte-Catherine, construit au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien. Chaque jour, des touristes gravissent ces marches ancestrales, persuadés de marcher sur les traces de Moïse. Les églises l'enseignent, les manuels scolaires le confirment. L'emplacement est tellement bien établi que le remettre en question semble presque hérétique. Mais voici le problème dont personne ne veut parler. Les preuves ne concordent pas, loin de là. La Bible décrit le mont Sinaï comme un lieu de feu et de fumée. Le buisson ardent de la Bible où Dieu parle à Moïse. Même si le feu est éteint et que le buisson ne parle plus à personne aujourd'hui, son existence même semble miraculeuse. Lorsque Dieu descendit sur elle, la montagne s'embrasa. Le sol trembla violemment. Une fumée épaisse s'éleva, semblable à celle d'une fournaise. Le sommet tout entier était englouti par une fureur volcanique indescriptible. Regardez maintenant Djebel Moussa. Il est en granit. Du granit solide, stable, géologiquement inerte. Les géologues l'ont exploré sous toutes ses coutures. Aucune trace d'activité volcanique, aucune roche calcinée, aucun dommage thermique, rien qui puisse expliquer les événements cataclysmiques décrits dans l'Exode. Se pose ensuite la question de la géographie. Selon le récit biblique, les Israélites traversèrent la mer Rouge et parcoururent une région appelée Madian avant d'atteindre la montagne de Dieu. Voici un fait concernant Madian que les érudits connaissent depuis des siècles, mais qu'ils ont commodément passé sous silence. Madian ne se trouvait pas en Égypte, mais à l'est du golfe d'Aqaba, dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Les Israélites se dirigeaient vers Madian, qui correspond à l'Arabie saoudite actuelle. Madian se trouvait donc en Arabie saoudite et non dans la péninsule du Sinaï. L'itinéraire décrit dans l'Exode mène directement de la péninsule du Sinaï vers le désert d'Arabie. Comment en sommes-nous arrivés à nous tromper de montagne pendant 500 ans? La réponse tient à la politique, au pouvoir et à un monastère particulièrement influent. Au IVe siècle, le christianisme venait d'être légalisé dans l'Empire romain.
le pèlerinage devint une véritable obsession. Les croyants voulaient voir de leurs propres yeux les lieux mentionnés dans les Écritures. Ils exigeaient des preuves, et l'Église se devait de les leur fournir. Aussi, lorsqu'un petit groupe de moines s'installa au pied d'une montagne en Égypte et affirma qu'il s'agissait du Sinaï, personne ne les mit en doute. L'empereur Justinien fit construire un monastère fortifié pour officialiser le lieu. Ce site acquit richesse, influence et protection politique. Le contesté revenait à remettre en cause 15 siècles de tradition, des millions de pèlerins dévoués et l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde. Les érudits ont bâti leur théorie sur le postulat que Jabal Moussa avait raison. Ils ont réécrit la géographie. Ils ont écarté les contradictions. Ils ont refusé de chercher ailleurs, jusqu'à ce qu'un drone survole l'Arabie saoudite et découvre ce qui aurait dû être là depuis toujours. The scan entered it. Dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite se dresse une montagne appelée Jabal al-Lawz. Pendant des décennies, un petit groupe de chercheurs a soutenu qu'il s'agissait du véritable mont Sinaï. Sa localisation correspondait au récit biblique. La géographie correspondait. Les tribus bédouines locales l'appelaient la montagne de Moïse depuis des générations. Mais personne ne pouvait le prouver car l'Arabie saoudite interdisait toute inspection. La région était classée zone à accès restreint. Des installations militaires la parsemaient et des patrouilles armées en gardaient les accès. Les archéologues qui demandaient des permis se les voyaient refuser. Les équipes de tournage furent refoulées au point de contrôle. Les seuls témoignages qui parvinrent à filtrer provenaient d'aventuriers qui s'étaient introduits clandestinement et avaient emporté des photographies granuleuses avant d'être arrêtés ou expulsés. Le mystère de Jabal al-Lawz demeura enfoui derrière des barbelés et des murs de pierre bureaucratiques. Puis la technologie a tout changé. En 2025, une équipe de recherche privée a conclu un accord avec les autorités saoudiennes. Aucun déploiement humain sur le terrain, aucune excavation. Un seul drone transportait un équipement utilisé par les forces armées pour localiser les bunkers souterrains et les caches d'armes enfouies. Il s'agissait d'un système radar à pénétration de sol à antenne réseau phasée. Une technologie si puissante qu'elle peut cartographier des structures dissimulées sous 30 mètres de roche et créer des images tridimensionnelles de ce qui se trouve en dessous. L'équipe a programmé une trajectoire de vol au-dessus de Jabal al-Lawz, a lancé le drone et a attendu le retour des données. Ce qui est apparu sur leurs écrans a plongé le laboratoire dans un silence stupéfait. Le radar a détecté des structures, non pas des grottes naturelles, ni des fissures géologiques, mais des constructions humaines. Sous la surface, des chambres rectangulaires disposées en grilles. Des murs se rejoignant à angle droit parfait. Des couloirs reliant les pièces selon une configuration qui semblait planifiée, délibérée, architecturale. On ne trouve pas d'angle droit dans la nature. L'érosion crée des courbes. Les mouvements tectoniques engendrent le chaos. Mais les analyses ont révélé un ordre que seules les constructions humaines peuvent engendrer, ou qui dépasse l'entendement. Les relevés de profondeur situaient ces chambres à environ 12 mètres sous la surface actuelle, enfouies sous des millénaires de glissements de terrain, d'érosion et de lente accumulation de sable désertique, scellées, intactes, attendant d'être découvertes. Mais le plus choquant, c'était l'ampleur du phénomène. Il ne s'agissait pas d'un petit abri ni d'une simple pièce. Le radar a détecté un réseau de chambres s'étendant sur plus de 90 mètres. Si l'on représentait ce complexe à plat, on obtiendrait une surface équivalente à celle d'un terrain de football, assez vaste pour accueillir des milliers de personnes. Assez vaste pour correspondre à la description biblique des 600 hommes, femmes et enfants rassemblés au pied de la montagne de Dieu. L'équipe a effectué les analyses à 3 reprises. Ils ont vérifié l'absence d'interférence. Ils ont recalibré chaque capteur.
Les données révélaient qu'une chose colossale était enfouie sous cette montagne, et elle s'y trouvait depuis l'époque de Moïse. La preuve est gravée dans la pierre. Les chambres souterraines n'étaient que le début. Une fois les données radar rendues publiques, les chercheurs ont commencé à examiner d'anciens témoignages de personnes ayant réussi à visiter Jabal al-Lawz avant les restrictions. Leurs découvertes correspondent aux récits bibliques avec une précision troublante. Commençons par le sommet. Le rocher au sommet du Jabal al-Lawz est noir. Et oui, nous voici de nouveau sur le mont Sinaï, au sommet, et voici un rocher noirci, non pas noirci par l'érosion, ni taché de lichens ou de dépôts minéraux. Noir comme brûlé, comme si la pierre elle-même avait été soumise à une chaleur intense. Toutes les autres montagnes de la chaîne environnante sont en granit clair, beige et gris, roches désertiques ordinaires. Mais ce pic-là semble avoir été plongé dans une fournaise. Les géologues qui ont analysé des échantillons ont trouvé des preuves de métamorphisme thermique. La roche a été altérée par des températures dépassant 1000 degrés Celsius. C'est plus chaud que de la lave en fusion. C'est la chaleur d'un incendie catastrophique ou d'une explosion d'une ampleur inimaginable. Le chapitre 19 de l'Exode décrit précisément cela. La montagne brûlait. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne trembla violemment. Le sommet noirci du Jabal al-Lawz correspond parfaitement à cette description. À présent, descendez jusqu'à sa base. Là, les explorateurs ont découvert un énorme rocher fendu net en deux. La fissure est lisse, presque chirurgicale. Les deux moitiés sont séparées par un large chenal. Le sol environnant présente d'importantes traces d'érosion, dues à l'érosion hydrique, dans l'une des régions les plus arides de la planète. La Bible décrit Moïse frappant un rocher et faisant jaillir de l'eau en quantité suffisante pour abreuver des millions de personnes et tout leur bétail. Le rocher fendu de Jabal al-Lawz correspond à ce récit. Il n'y a aujourd'hui aucune source d'eau à proximité. L'érosion suggère un écoulement massif et soudain, un phénomène unique et spectaculaire qui s'est ensuite interrompu. Près du pied de la montagne, des chercheurs ont découvert une vaste plateforme rocheuse. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle. Les pierres sont taillées et empilées avec soin. Leurs dimensions correspondent aux descriptions des autels utilisés dans le culte des anciens Israélites. Autour de la plateforme, des ossements d'animaux calcinés ont été découverts. L'analyse chimique a permis de dater certaines de ces pierres de la fin de l'âge du bronze, période correspondant précisément à l'Exode. Le chapitre 24 de l'Exode décrit Moïse construisant un autel au pied de la montagne et y offrant des sacrifices. La plateforme de pierre de Jabal al-Lawz se situe au bon endroit, date de la bonne époque et porte les traces d'activité correspondant à cette période. Mais la découverte la plus controversée fut sans doute celle des pétroglyphes. Gravés dans la roche près du site, des images de bovins, notamment des taureaux aux cornes recourbées, sont représentées. Sur plusieurs gravures, des personnes s'inclinent devant ces animaux. Cela correspond à l'histoire du veau d'or. Pendant que Moïse recevait les commandements sur la montagne, les Israélites s'impatientèrent. Ils firent fondre leurs bijoux en or et façonnèrent une idole à vénérer. Moïse descendit, vit ce qu'ils avaient fait et détruisit tout. Mais le souvenir demeura. L'art rupestre de Jabal al-Lawz suggère que ce souvenir fut gravé dans la pierre par ceux qui étaient présents. Il y a ensuite les bornes. Le chapitre 19 de l'Exode avertit le peuple de ne pas toucher à la terre sous peine de mort. Moïse a établi des limites pour les tenir à distance. À Jabal al-Lawz, de longues rangées de pierres encerclent le pied du pic. Ce ne sont ni des murs, ni des enclos à animaux. Ce sont des rangées de pierres alignées, marquant un périmètre, une ligne à ne pas franchir. Chaque indice en surface converge vers ce lieu. Le sommet brûlé, le rocher fendu, l'autel aux offrandes brûlées, les bornes, les pétroglyphes du veau d'or. Tout concorde avec le récit biblique. Et maintenant, le radar a révélé ce qui se cache en dessous.
Le silence des sceptiques. Depuis des décennies, les sceptiques utilisent un argument pour réfuter le récit de l'Exode. Où sont les preuves? Si des millions de personnes ont campé sur le mont Sinaï pendant près d'1 an, où sont les vestiges? Où sont les poteries, les outils, les foyers, les dépôts de déchets? L'absence de preuves matérielles, affirme-t-il, prouve que l'Exode n'a jamais eu lieu. Mais les archéologues spécialistes des cultures nomades dressent un tout autre tableau. Les Israélites ne construisaient pas de villes. Ils vivaient sous des tentes. Les tentes ne laissent pas de fondation. Elles laissent de petits trous pour les poteaux qui s'érodent dans quelques décennies. Les Israélites mangeaient de la manne et du pain sans levain. Ils ne produisaient pas de poterie à grande échelle. Les quelques récipients en argile qu'ils transportaient se seraient brisés et dispersés sur des kilomètres de désert. Pendant plus de 3 ans, ces fragments se seraient mêlés aux poteries d'innombrables autres groupes nomades empruntant les mêmes corridors, devenant impossibles à isoler et à identifier. Les foyers se consument. Les cendres s'envolent au gré du vent. Les pierres se dispersent. Après 3 millénaires, même la décoloration du sol disparaît complètement. En milieu désertique, la matière organique s'évapore totalement. Déchets humains, restes alimentaires, textiles, cuir, tout se décompose et disparaît. S'attendre à trouver des traces évidentes en surface d'un campement temporaire vieux de 3 ans est scientifiquement irréaliste. Mais voici ce que le radar change. Les preuves sont bien là. Il est enfoui. Les cavités découvertes sous Jabal al-Lawz pourraient être des installations de stockage. Il pourrait s'agir d'abris qui ont ensuite été recouverts par des glissements de terrain et des crues soudaines. Le désert d'Arabie est impitoyable. Une seule tempête peut ensevelir des constructions en une génération. Si les Israélites ont bâti des édifices permanents au pied de cette montagne, s'ils ont creusé des entrepôts dans la roche ou renforcé des grottes naturelles, ces espaces seraient aujourd'hui sous terre, cachés, scellés, préservés par l'air sec du désert. Le radar montre des pièces rectangulaires disposées en grille. Ce n'est pas de la géologie, c'est de l'architecture. Il s'agit d'une construction délibérée, œuvre de l'homme. Et la profondeur de 12 mètres suggère que ces structures sont enfouies depuis des milliers d'années, en attendant des technologies suffisamment avancées pour les découvrir. Les sceptiques évoquent également des documents égyptiens. Si l'Exode a eu lieu, pourquoi l'Égypte n'en a-t-elle jamais fait mention par écrit? Cet argument paraît convaincant jusqu'à ce qu'on comprenne le fonctionnement de la documentation égyptienne. Les pharaons consignaient leurs victoires et célébraient leurs conquêtes. Ils ne consignaient pas les défaites humiliantes. Si un pharaon perdait sa main-d'œuvre, voyait son pays ravagé par les épidémies et son armée engloutie par la mer, il n'immortaliserait jamais cet échec dans la pierre. Nous avons des preuves directes que les souverains égyptiens effaçaient les pages embarrassantes de leur histoire. Lorsque les souverains Hyksos furent chassés, leurs noms furent effacés des monuments. Quand Akhenaton tenta de réformer la religion égyptienne, les pharaons suivants détruisirent un de ses statues et firent disparaître son nom des murs des temples. Si l'Égypte était prête à effacer ses propres rois, elle effacerait sans aucun doute le récit de leur victoire sur un dieu étranger. Le silence des archives égyptiennes ne constitue pas une preuve contre l'Exode. C'est précisément ce à quoi on pourrait s'attendre si l'Exode avait réellement eu lieu. Que recèle la crypte? Nous abordons maintenant un domaine que certains qualifieront de spéculation et d'autres de prophétie, car certains chercheurs pensent que ces chambres souterraines pourraient contenir quelque chose de plus important que des poteries et des outils. Ils croient que l'Arche d'Alliance pourrait être scellée sous cette montagne. Suivez leur raisonnement. L'Arche fut construite au mont Sinaï. Le chapitre 25 de l'Exode décrit sa construction avec précision. Un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur. À l'intérieur se trouvaient les tables de pierre portant les 10 commandements. L'Arche a voyagé avec les Israélites pendant des siècles. Elle était conservée dans le tabernacle.
puis placée dans le temple de Salomon à Jérusalem. Puis elle disparut. Lorsque les Babyloniens détruisirent le temple en 586 avant Jésus-Christ, l'arche avait déjà disparu. Aucun document ne relate sa capture. Aucune mention de sa destruction. Elle a tout simplement disparu de l'histoire. Pendant 200 ans, on l'a recherchée. Selon certaines théories, il se trouverait en Éthiopie, caché dans une église. En Égypte, enfoui dans un tombeau secret. En Israël, scellé sous le mont du Temple. Mais que se passerait-il s'il n'avait jamais quitté le lieu de sa création? Imaginons la situation suivante. Le royaume d'Israël s'effondrait. Le temple était menacé. Les prêtres devaient protéger l'objet le plus sacré de leur religion, la représentation physique de la présence de Dieu parmi son peuple. Où l'emmèneraient-ils? Certainement pas en Égypte. L'Égypte était l'ennemi ancestral. Non pas dans une ville susceptible de tomber aux mains des envahisseurs, mais au seul lieu qu'aucun ennemi n'oserait profaner, la montagne de Dieu. Le mont Sinaï était un lieu sacré. Il était isolé. Il était protégé par des centaines de kilomètres de nature sauvage. Si les prêtres avaient scellé l'arche dans une chambre secrète sous cette montagne, elle serait en sécurité. Elle resterait cachée jusqu'au moment opportun. Le radar a détecté des chambres rectangulaires scellées, creusées dans la roche. Si ces chambres étaient conçues pour protéger quelque chose de précieux, l'existence de l'arche n'est pas impossible. Une possibilité lointaine, une possibilité controversée, mais c'est une possibilité qu'on ne peut écarter. Même sans l'arche, les implications sont stupéfiantes. Quelqu'un a investi énormément de temps, d'efforts et de ressources pour construire des chambres souterraines au pied d'une montagne aride, au cœur du désert d'Arabie. La seule explication qui concorde avec tous les éléments est celle du livre de l'Exode, écrit il y a des milliers d'années. C'est sur cette montagne que Moïse reçut la loi. C'est là que le feu descendit du ciel. C'est là que fut scellée l'alliance entre Dieu et l'humanité. Le souvenir sacré. Voilà un point que la plupart des gens ignorent complètement et qui change radicalement notre compréhension de cette découverte. La Bible laisse entendre que le mont Sinaï était déjà sacré, avant même que Moïse n'y pose le pied. Réfléchissez-y un instant. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, lorsque Moïse rencontre pour la première fois le buisson ardent, Dieu lui dit d'enlever ses sandales, car le sol sous ses pieds est saint. Non pas que ce lieu devienne sacré après cette rencontre. Non pas que Dieu le sanctifie à cet instant précis. La terre est déjà sacrée. Ce lieu sacré est antérieur à l'arrivée de Moïse. Ce simple détail a des implications considérables. Moïse n'a pas découvert par hasard un sommet inconnu au milieu du désert. Il fut attiré par un lieu déjà empreint de spiritualité, une montagne reconnue comme terre sacrée. Mais sacrée pour qui? C'est là que les Madianites entrent en scène. Rappelons que Moïse avait vécu parmi eux pendant 40 ans, avant l'épisode du buisson ardent. Il avait épousé une Madianite nommée Séphora. Son père, Jéthro, était prêtre madianite. Moïse avait passé 40 ans immergé dans la culture madianite, gardant les moutons sur leur terre, apprenant leurs coutumes et s'imprégnant très certainement de leurs traditions religieuses. Si les Madianites considéraient une montagne particulière comme sacrée, Moïse l'aurait su. Il en aurait compris la signification et, lorsque Dieu l'aurait appelé sur cette montagne, il aurait reconnu précisément le lieu où il était convoqué. Les fouilles archéologiques de la région de Jabal al-Lawz corroborent fortement cette interprétation. Des chercheurs ont découvert d'importants établissements madianites dans les vallées environnantes. Ils ont mis au jour des poteries madianites caractéristiques, ornées de motifs géométriques datant de la fin de l'âge du bronze. Ils ont également trouvé des sites de fusion du cuivre où les Madianites traitaient le minerai provenant des mines voisines. Ils ont mis au jour des preuves de réseaux commerciaux organisés reliant cette région à l'Égypte, au Levant et au reste du monde antique. Les Madianites n'étaient pas des nomades primitifs errant sans but dans le désert. C'était un peuple raffiné, doté de territoires établis,
de pratiques religieuses et de traditions culturelles transmises de génération en génération. Ils connaissaient chaque sommet de leur paysage. Ils auraient attribué une signification aux plus insolites. Et Jabal al-Lawz est profondément insolite. Un sommet noirci dominant des contrées voisines aux teintes beige et grises aurait exigé des explications. Un rocher fendu, témoignant de la présence d'eau dans une région aride, aurait inspiré des récits. Les Madianites auraient développé des traditions autour de ces particularités bien avant l'arrivée des Israélites. La montagne était chargée de souvenirs sacrés avant Moïse, et ces souvenirs tissaient un lien indéfectible entre le passé et le présent. Cette continuité de la mémoire sacrée est essentielle pour comprendre pourquoi le véritable lieu fut préservé, tandis qu'un autre fut inventé. Les habitants de Jabal al-Lawz, en Arabie, ne l'ont jamais oublié. De génération en génération, les pères le racontaient aux fils, les mères aux filles, les anciens aux enfants. La montagne de Moïse, le lieu d'où descendit le feu, le lieu où Dieu parla. Pour eux, il ne s'agissait pas de théologie abstraite. C'était un élément de leur géographie locale. Cela faisait partie de leur paysage quotidien. Ils passaient devant, ils l'ont montré du doigt. Ils ont perpétué ce souvenir pendant des millénaires grâce à une tradition orale ininterrompue. Pendant ce temps, à 200-400 kilomètres de là, en Égypte, des moines byzantins émettaient des hypothèses. Ils n'avaient aucun lien avec la tradition originelle. Ils n'avaient pas accès à la mémoire vivante. Ils possédaient des textes, des légendes et des motivations politiques, mais il leur manquait le fil conducteur qui les reliait aux événements réels. En désignant Jabal Moussa et en le déclarant Mont Sinaï, ils créaient une tradition de toutes pièces. Ils inventaient un lieu sacré parce qu'ils en avaient besoin, et non parce qu'ils connaissaient l'emplacement du véritable. Ces moines étaient des étrangers qui imposaient une signification à un paysage qu'ils ne comprenaient pas. Les tribus bédouines vivant près de Jabal al-Lawz étaient des gardiennes d'un savoir transmis depuis des siècles. Pendant des siècles, les universitaires occidentaux ont rejeté ces traditions bédouines, les qualifiant de folklore. Ils appelèrent cela de la superstition. Ils disaient que c'était le vœu pieux d'habitants du désert illettrés, incapables d'en savoir plus que les érudits diplômés. Leur arrogance était sidérante. Ces universitaires accordaient plus de crédit à un monastère construit par des étrangers qu'aux traditions orales perpétuées par les populations locales depuis les Fès. Ils privilégiaient l'autorité institutionnelle au détriment du savoir autochtone. Ils considéraient que des documents écrits, rédigés 500 ans plus tard, étaient plus fiables que les souvenirs oraux transmis sans interruption depuis l'origine. Mais aujourd'hui, le radar confirme ce que les habitants affirmaient depuis toujours. Les Bédouins avaient raison. Les universitaires avaient tort. La montagne est réelle. Les chambres sont réelles. La mémoire sacrée préservée par des générations d'habitants du désert, rejetée et ignorée par la recherche occidentale pendant des siècles, s'avère être le témoignage le plus précis dont nous disposons. Parfois, les gens au plus près du terrain en savent plus que les experts retranchés dans leur tour d'ivoire. Parfois, la tradition orale recèle plus de vérité que le consensus académique. Et parfois, après 3-0 ans, la mémoire trouve enfin sa justification. Nous en sommes donc là. Les données sont là, les tendances sont indéniables, et la montagne a enfin rompu son silence. Sous le Jabal al-Lawz se cache quelque chose de délibéré, scellé, préservé et qui nous attend, nous obligeant à affronter une question bien plus dangereuse que ce qui se trouve là-dessous. Voilà ce qui se produit si nous avons raison. Car dès que ces chambres s'ouvrent, l'histoire ne se contente pas d'une simple note de bas de page, elle se fracture. Les croyances évoluent, les cartes se transforment et des récits longtemps considérés comme des légendes exigent d'être réexaminés comme des souvenirs. Le radar nous a montré les contours, pas la solution. Et c'est peut-être intentionnel. La vraie question n'est donc pas de savoir s'il faut creuser.
La question est de savoir si nous sommes préparés à ce que la vérité pourrait exiger de nous une fois que nous l'aurons découverte.